Cela fait plus d'un siècle que les Français se battent pour la liberté de la presse, pour la liberté de réunion, pour la liberté d'association. Créer une association sportive, une association culturelle, une association de caractère spirituel, ça nous regarde. La parole aux assos. Et nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission Nathan Huet, bonjour. Bonjour. Tu es donc volontaire en service civique au sein de l'association Xylem pour le festival alimentaire et j'anime cet entretien avec Alan Barraud, bonjour. Bonjour. Aurélia Thomas au micro. Le festival alimentaire commence donc le 15 octobre et se termine le 30 novembre, une période très longue qui donne lieu à de nombreux événements grand public. Donc vous pouvez aller voir des projections de documentaires, des reportages autour des enjeux globaux de l'alimentation et de l'agriculture. C'est un festival qui se déroule dans plusieurs territoires de la France. L'année dernière, il y avait des membres de votre équipe qui étaient venus donc présenter le festival à notre antenne et nous sommes ravis de vous recevoir de nouveau. Votre slogan, votre avenir se joue dans nos assiettes. Alors, première question, quel menu vous proposez ? Alors, au menu, surtout des projections de films, malheureusement, mais aussi un lien avec l'agriculture et l'alimentation plus directe, puisque dans certaines occasions, vous aurez l'occasion d'avoir des marchés de producteurs en parallèle de certaines projections. Donc, est-ce qu'il y aura des goûters gratuits ? Menus variés, peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas encore renseigné sur les tarifs pratiqués, mais oui, sans doute. Alors, on parle aussi de souveraineté alimentaire. C'est un mot sur lequel on s'est arrêté. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ce que ça signifie pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent ? Alors, en fait, la souveraineté alimentaire, c'est un concept qui va être lié donc aux thématiques du festival qui sont l'alimentation et l'agriculture durable au sens large. Donc ça englobe beaucoup de concepts, dont celui de souveraineté alimentaire, qui est un terme qui est né un peu dans les courants altermondialistes dans les années 90 et qui englobe lui aussi pas mal de choses, mais surtout au niveau macro, c'est le fait pour des pays comme la souveraineté de pouvoir disposer d'eux-mêmes sur le plan alimentaire, c'est-à-dire de pouvoir pratiquer les politiques agricoles durables et pour pouvoir se nourrir eux-mêmes sans subir par exemple d'interférences via les exportations de pays du Nord pour les pays du Sud, par exemple, qui influencent beaucoup, par exemple, le prix ou l'accès à l'alimentation dans ces pays-là. Et au niveau des paysans aussi, ça c'est très lié ce qu'on appelle les droits paysans, qui sont pensés donc à travers ce concept-là comme un droit humain, c'est-à-dire pouvoir accéder à la terre, pouvoir cultiver ce qu'on veut et pouvoir subvenir aux besoins donc directement des populations environnantes. Et c'est ça un peu, c'est un des aspects sur lesquels les films du festival peuvent amener à réfléchir, puisque c'est le fait de pourquoi est-ce qu'un pays sera capable de nourrir sa population de manière durable, ce qui est durable sur le plan environnemental, social, économique. Et donc, c'est tous ces thèmes-là que vous pourrez découvrir à travers la programmation du festival. Comme tu disais, c'est des films qui appellent à réfléchir. Partout dans le monde, il y a des marches pour le climat, il y a des citoyens qui se mobilisent et qui interpellent les décideurs pour plus de justice sociale et écologique. Plus que jamais, les décisions politiques doivent prendre en compte une dimension internationale et globale des enjeux agricoles et alimentaires. Et donc, ces documentaires que vous projetez, est-ce qu'ils ont toujours cette idée de donner des réponses, des solutions à ces problématiques ? Alors, de manière générale, le festival, il est organisé dans une optique quand même où les films peuvent donner envie de s'engager, en tout cas à titre personnel. Et la plupart d'entre eux envisagent des solutions aux problèmes qu'ils présentent, que ce soit des solutions par la mobilisation citoyenne, des solutions techniques, des solutions en termes d'organisation de la production. Et certains films vont encore plus loin et en fait vont explorer non seulement les solutions, les alternatives qui existent par rapport à l'agriculture conventionnelle qu'on connaît, mais aussi pourquoi ces alternatives-là ne sont pas largement empruntées ou utilisées par les producteurs et les productrices, ce qui est aussi intéressant puisque ça nous montre clairement le chemin de l'action et c'est aussi ça l'ambition, je crois, du festival, c'est de pousser non seulement à la réflexion, mais aller un peu plus loin que ça. Il y a un film qui évoque le philanthro-capitalisme. Est-ce que tu... un mot... Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà, qu'est-ce que c'est ça ? Quel film ? Un peu dans quel contexte ? Alors en fait, ça, c'est dans le film L'Afrique, les OGM et Bill Gates,
peut-être l'Afrique, Bill Gates et les OGM. C'est l'Afrique, les OGM et Bill Gates. Ouais, Tu l'avais. J'ai douté pour rien. Donc c'est intriguant comme titre déjà. Intriguant, en fait, c'est un film qui va, comme son nom l'indique, suivre les actions de Bill Gates à travers son association, la fondation Bill et Melinda Gates en Afrique, qui a l'ambition en fait de résoudre le problème de la faim, tout simplement, à travers sa fondation. Et c'est en fait une équipe de journalistes de Arte qu'on va suivre en mode investigation, journalisme d'enquête à travers ce documentaire-là. Et en fait, le concept de philanthrocapitalisme, c'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'enquête, que non seulement les actions de Bill Gates vont pas mal aller développer les OGM en Afrique, etc., mais aussi que en fait, la philanthropie que prône la fondation, elle se réalise qu'à moitié, puisqu'en fait, les investissements dans cette fondation sont faits par les entreprises de Bill Gates, qui gagnent donc à travers des actions les sanctions philanthropiques rapportent en fait de l'argent qui peut être réinvesti dans ces fondations-là. Et par ailleurs, il s'en sert pour développer sur des terrains donc lointains de chez lui des modifications génétiques, non seulement sur les plantes, mais aussi par exemple sur les moustiques. Et donc ça sert un peu de laboratoire avec le soutien indirect de l'Union européenne qui finance parfois, tout en interdisant chez elle. Et donc c'est un documentaire assez complexe, mais voilà, ça c'est très intéressant. Donc avis aux amateurs d'investigation, d'enquête et de froid dans le dos. C'est vrai, ça montre un petit peu du coup l'envers du décor des grosses fondations qui peuvent apporter de l'aide, mais qui aussi derrière génèrent de l'argent et pas forcément tout le temps réinvesti dans la cause, j'imagine. Exactement. Et voilà, j'ai appris des choses. J'étais pas un spécialiste de l'action de Bill Gates en Afrique avant de voir ce documentaire-là, mais donc ça peut inviter les gens aussi à aller le voir, parce que ça m'a pas mal ouvert les yeux. Ça sera d'un truc. Et oui, non, c'est pas le documentaire le plus accessible de la sélection, mais c'est un des plus intéressants, j'ai trouvé. Et en plus, il y a le format enquête fait qu'on est tout de suite plongé. On est pas rapidement investi dans le. Il y a une narration qui est un peu addictive, quoi. Exactement. Est-ce qu'il y a, est-ce que tu peux me parler un petit peu du lien entre les parcours migratoires et nos systèmes de production agricole ? Ouais, alors donc cette question-là qui est notamment évoquée dans le film Partir à l'aventure, qui est un film de la sélection, c'est une question en fait, la plupart des discours qu'on entend critiques de l'agriculture conventionnelle ou du système agricole qu'on connaît, ce sont des discours qui parlent de l'environnement, qui parlent peut-être des conséquences sanitaires de l'utilisation des pesticides, mais plus rarement des conséquences sociales en fait de ce système-là. Et donc dans ce film-là, entre autres, on va découvrir, partir à la rencontre de personnes qui ont été directement impliquées dans les rouages en fait de cette machine qu'est le système agricole moderne, qui a besoin en fait d'une main d'œuvre précaire, notamment les saisonniers, mais pas que. Et donc en fait, il y a un besoin en fait inhérent de main-d'œuvre précaire qui va notamment impliquer des déplacements de personnes et donc des migrations. Et donc dans ce film-là, donc le Partir à l'aventure, on suit 3 récits de vie de jeunes migrants. Un qui quitte, je crois, le Sénégal pour aller au Maroc, l'autre qui tente de quitter la Côte d'Ivoire pour rejoindre l'Europe et qui finalement va être rapatrié en Côte d'Ivoire. Et le dernier qui est en fait un peu plus âgé et qui a quitté le Maroc pour venir en France dans les années 80-90, l'époque où il y avait énormément d'immigration de travailleurs marocains en fait, qui étaient incités à venir en France par les autorités françaises parce qu'il y avait un besoin de main-d'œuvre. Des choses que les gens oublient souvent. Voilà, exactement. Qui est important de rappeler. Qui depuis est installé en France, lui, et qui nous raconte, c'est très intéressant, c'est en fait mêler les récits de vie personnels avec un retour historique sur les conditions de ces récits et pourquoi il y a eu ce besoin, comment ça a été permis aussi à l'époque par les politiques de l'État français. Et donc, en fait, on se rend compte des liens qu'il y a en fait entre la production agricole et l'alimentation et la vie. Ça peut carrément changer la vie de certaines personnes qui doivent changer de pays pour travailler. C'est
C'est très intéressant de se pencher sur les parcours de vie. Ça permet de rentrer vraiment dans l'histoire, de suivre des personnages et justement d'aborder après toutes ces questions générales. Souvent mêler le témoignage, donc l'émotion à des faits, quoi. L'historique, ça permet aux gens aussi de rentrer plus facilement dans une histoire et puis d'avoir une mémorisation plus souvent de ce qui s'est passé. L'année dernière, apparemment, c'était le record de projection. Donc on vous souhaite la même chose cette année, évidemment. Et on va détailler les films sélectionnés donc pour le festival 2023 alimentaire, mais pas, on va éviter de reparler de ceux déjà que tu as parlé. Donc on va commencer avec Côte d'Ivoire, Toxique, Afrique, réalisé par Guillaume Collange. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu donc de quoi ça parle ? Alors ce film-là, il a la particularité d'être le plus court de la sélection de cette année, puisqu'il dure 24 minutes. Et c'est en fait un film qui commence sur, donc dans un village en Côte d'Ivoire, avec on suit des producteurs qui sont en fait obligés d'utiliser des pesticides les moins chers du marché, et d'un marché qui est complètement déréglementé en fait, puisqu'il n'y a aucune norme en fait ils peuvent pas respecter les normes sanitaires parce que ça coûte trop cher. Donc ils n'ont ni équipement ni protection. Et ils sont obligés d'utiliser des choses très bas de gamme en termes de pesticides, ce qui a des impacts directs sur leur santé. Il y en a qui parlent de ah oui, j'utilise ce produit-là, je peux pas faire autrement. Après, ça me brûle un peu les yeux et la gorge, mais après une douche et un peu de paracétamol, ça va mieux. Voilà, on voit en fait, on a l'habitude de parler de pesticides dans ce qu'on mange, mais là en fait, on se rend compte que les pesticides, c'est aussi ceux qui les utilisent pour produire. Et voilà, il y en a un des personnages qui dit même on se détruit pour pouvoir nourrir les autres. Donc c'est assez parlant sur l'absurdité. Voilà, l'absurdité exactement, et l'impact direct de l'utilisation de ces produits-là qui sont interdits en Europe d'ailleurs, mais ou qui sont quand même utilisés ailleurs et pour des produits qui peuvent par la suite être exportés dans d'autres pays. Et voilà, donc tout ce que suppose la production alimentaire quand les producteurs n'ont pas d'aide et sont obligés, en fait, pour garder une activité qui fonctionne, d'utiliser tout ce qui est le moins cher, de se priver de protection, de se priver des normes sanitaires, et donc de s'exposer eux-mêmes et d'exposer aussi les consommateurs à des risques de santé. On va parler aussi du film Du béton sur nos courgettes. J'adore ce titre. Ouais, pareil, j'étais en train de faire la réflexion. Réalisé par Arnaud Gobin et Christophe Camoirano. Voilà, dis-moi tout. Alors, Du béton sur nos courgettes, on revient en France, on revient dans les Alpes-Maritimes. C'est un film qui parle en fait d'une thématique assez générale, mais là pour le coup on va se focaliser sur ce territoire des Alpes-Maritimes, c'est autour de Nice, vers Grasse. Où le constat, c'est l'artificialisation des sols et l'urbanisation croissante en fait, qui absorbe, qui envahit en fait les anciens territoires agricoles. Et le film parle de l'importance en fait de préserver ces territoires, ces terres agricoles, à quoi ça sert en fait, et pourquoi c'est important et comment on peut faire en fait. Et donc on va suivre aussi là encore 3 ou 4 exploitants et exploitantes qui explore des nouvelles façons de cultiver, des nouvelles choses à cultiver, des nouvelles manières de le faire. Donc des alternatives à l'agriculture conventionnelle pour non seulement préserver des territoires agricoles, mais aussi pour proposer, par exemple, un exploitant en bio, d'autres qui cultivent des plantes pour faire du parfum. Ou voilà, c'est un peu, on suit un peu comment ils en sont arrivés à... Parce que la plupart, c'est des reconvertis, donc comment ils sont arrivés à cultiver, en fait. Et il y a un autre point qui est aller voir les élus locaux, en fait. Par exemple, le maire de Grasse, il me semble, qui est dans le film, où, pour poser la question du rôle de la politique dans préserver les terres agricoles et qu'est-ce qu'ils ont comme responsabilité d'en développer et maintenir ces filières-là. Pourquoi c'est important de garder ça sur un territoire et comment ils peuvent faire. Donc ça pose aussi la question de la responsabilité politique et citoyenne. Merci. On passe aussi au film Les Agités du Bocage, qui est aussi un film français. Oui, totalement. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Les Agités du Bocage, c'est aussi en France, et pour le coup, on bouge pas mal puisqu'on va à la frontière avec la Belgique, dans l'Avesnois.
Tu les as tous bien en tête, hein. Ah oui. Là, tu les as visionnés plusieurs fois? Une seule fois, mais toi, suffisamment pour pouvoir en parler. C'est un film qui se passe à petite échelle sur une commune, donc dans l'Avesnois. Une commune où il y a un agriculteur qui s'est installé, qui cultive des pommes de terre, je crois. Et en fait, ça a posé problème parce que les habitants vont se retrouver très exposés à des pesticides, notamment l'école primaire. Et en fait, le film s'ouvre sur ça, une manifestation en fait, où ils ont habillé les enfants avec des espèces de capes de protection. Je sais pas comment on appelle ça, des espèces de kawaii géants. Ok, ouais. Voilà, on peut imaginer. pour protester contre cette exposition en fait, aux produits chimiques. Et en fait, on va suivre cette mobilisation citoyenne à travers quelques personnages en particulier qui vont être interviewés, et on va les suivre sur quelques mois, je pense, dans leur contestation en lien avec les élus locaux contre l'activité de l'agriculteur qui, en plus de épandre ces produits-là, va aussi déforester et nuire à la santé du bocage. Donc c'est pour ça le titre, la santé du bocage. Un grand méchant. Excellent jeu de mots en plus. On a son point de vue aussi dans le film? Et non, malheureusement, ça c'est un peu un point que je regrette sur ce documentaire-là. Mais qui peut être approfondi puisque les films sont toujours accompagnés, les projections sont toujours accompagnées soit d'un débat, soit d'un échange. Donc c'est aussi une dimension qui peut être approfondie par la suite, par la discussion. Mais effectivement, dans le film, on se focalise sur la mobilisation citoyenne en fait contre pour la protection du bocage. Et donc ça parle de l'influence de l'agriculture sur son environnement, non seulement environnement comme écologie, mais aussi environnement, ce qui est environnant en l'occurrence les riverains et la commune aux alentours. Alors la Révolution verte, Europe, un continent bouleversé, est-ce qu'on l'avait fait celui-ci? Non, je crois pas. Non, la Révolution verte, c'est aussi un documentaire Arte. Il a la particularité d'être pas mal didactique dans le sens où c'est très bien expliqué par étapes. Et en fait, ce qu'ils essayent d'expliquer, c'est un constat de où en est l'agriculture aujourd'hui en Europe. Et que en fait, les thématiques qu'on rencontre en France, ce sont les mêmes, plus ou moins les mêmes qu'on rencontre sur tout le continent européen, à savoir l'intensification, la diminution du nombre d'exploitants et l'agrandissement des exploitations restantes, la monoculture, tout ça. Et pourquoi ça pose problème, pourquoi ce système-là, il est un peu dans une impasse sociale, environnementale, et même pour les exploitants eux-mêmes en termes économiques. Et dans une seconde partie, il va essayer d'explorer des alternatives dans l'esprit un peu problème commun, solution commune, et donc explorer pas mal d'alternatives qui peuvent exister. On peut penser au bio, mais eux, ils vont aussi regarder pour voir la viande faite en labo, tous ces genres de choses. Et donc, en fait, il explore pas mal de choses, sans pour autant être très normatif ou critique, c'est-à-dire... très contente de présenter ces alternatives-là. C'est une mise à plat. Ouais. C'est ça, et c'est pour ça que c'est intéressant, quand on voit voir celui-ci, d'aller ensuite débattre ou approfondir, prolonger par une discussion la projection de ce film-là, voir un peu ce qu'on en pense de ces alternatives qui sont présentées là. Ça donne des outils quoi, pour éviter de parler de l'agriculture comme on pourrait en parler sur Minecraft. Super référence. Une autre référence aussi, ça m'a pensé à... évidemment, j'imagine que le titre n'a pas été choisi au hasard. On pense tous à Prévert avec Les fourmis et la sauterelle. Les fourmis et la sauterelle, ouais, sans doute. Après, c'est un film qui à l'origine est en anglais, donc peut-être la traduction, mais... Ouais, je sais pas, Les fourmis et la cigale, tout de suite j'ai pensé à ça. Mais c'est à La Fontaine, La Fontaine, oui. Oui, à La Fontaine, pardon. Oui. Bon, c'est pas... c'est une question de décennie, c'est pas... Voilà. C'est pareil. C'est quasiment les mêmes. C'est quasiment les mêmes. Donc les fourmis et la sauterelle, sans doute une référence à la fourmi et la cigale, effectivement. Je n'ai pas vérifié auprès des réalisateurs, mais... Non, mais c'est plaisant d'imaginer ça. C'est ça, qui sont des Américains, donc ce serait... Je sais pas. Ils connaissent sans doute La Fontaine. Oui, ils connaissent, c'est sûr. Et en fait, ils vont rencontrer une paysanne malawite qui s'appelle Anita, qu'on va suivre pendant tout le documentaire. Et le début, en fait, c'est 15 premières minutes à peu près, se déroule au Malawi, où on se rend compte des énormes difficultés qu'il y a pour faire pousser des choses, parce que absence de pluie, en fait, tout simplement, du fait non seulement du climat du Malawi, mais aussi du réchauffement climatique. Et donc, en fait,
il y a un quotidien très compliqué en tant pour cultiver quoi que ce soit. Et on la suit un peu dans son quotidien qui est aussi compliqué parce que le film il aborde pas mal de thèmes, aussi du sexisme par exemple. Elle a sa relation où il y a un homme du village qui veut pas participer aux tâches de cuisine, etc. Il y a un peu de ces questions-là qui sont abordées aussi, c'est intéressant. Et la deuxième partie en fait va se passer aux États-Unis. Ils la font en fait voyager pour rencontrer des grands exploitants américains, des grandes familles d'exploitants en fait, et donc du coup elle va être invitée chez eux et c'est un peu ces dialogues-là qu'on va suivre. C'est très intéressant parce que ça remet tout à niveau humain et ça rend le tout très accessible, même si ça parle de grandes problématiques comme l'interdépendance, voilà, même tout ce qui est lié au réchauffement climatique, c'est des thématiques dont on entend souvent parler, mais là, ça capte directement l'attention parce que c'est quelqu'un qui en parle en fait c'est directement les intéressés qui en parlent entre eux, et donc c'est très intéressant. Et ensuite, en fait, c'est un film qui parle de plein de choses, donc ça parle surtout d'interdépendance, de réchauffement climatique. Ça parle aussi de relations hommes-femmes. Ça parle de racisme. C'est un film qui parle de beaucoup de choses en peu de temps et de manière assez accessible, donc c'est intéressant. Ils ont l'air tous globalement assez accessibles, avec toujours cette volonté, j'imagine, de mobiliser de toute façon les gens au maximum. Voilà, mais celui-là, c'est un des plus... De les concerner. Voilà. C'est américain. Voilà, c'était une punchline pas nécessaire. Il y a le film Tu nourriras le monde, dont on n'a pas parlé, je crois. Oui, encore. qui est l'avant-dernier film qu'on n'a pas parlé. C'est ça, Tu nourriras le monde, qui est on peut faire un peu un parallèle avec celui sur la Révolution verte, dont on parlait plus tôt, dans le sens où c'est quelque chose de très aussi progressif, avec un retour historique. Donc il part du même constat des problématiques actuelles du système agricole. Et pour le coup, il va faire un retour historique à l'après-guerre, au début de la PAC, par exemple, la politique agricole commune, du coup. Et en fait, retracer le parcours de l'agriculture en France et surtout du rôle de la politique. En fait, Tu nourriras le monde, le titre du documentaire, c'est un peu métaphoriquement ce qu'on a dit aux agriculteurs français à la suite de la guerre. En fait, l'objectif c'était de devenir autosuffisant, d'arriver à se nourrir soi-même sans avoir besoin de l'aide d'autres pays. Et voilà, c'était un peu ça aussi à l'échelle de l'Europe. Et sauf que du coup, le documentaire raconte comment, donc en se focalisant sur un territoire qui est la Champagne-Crieuse, va faire ce retour historique et en parallèle interviewer actuellement des agriculteurs qui ont vécu cette époque-là, des agriculteurs à la retraite en fait, qui ont vécu dans cette époque-là et qui racontent comment ils l'ont vécu. Donc ce qui rend aussi, il y a toujours cette question d'accessibilité, le retour historique avec des images d'archives, et d'un autre côté, quelqu'un qui vous en parle directement, c'est toujours plus facile à intégrer. Et en fait, revenir sur pourquoi on en est là en fait, par rapport au constat sur lequel on se base aujourd'hui quand on parle d'agriculture, pourquoi on en est là. Parce que la PAC n'a pas été réformée suffisamment tôt, voilà. Et pourquoi ça existe encore. C'est un sujet sur lequel je pense on est tous beaucoup ignorants encore. Voilà, moi aussi j'ai appris beaucoup de choses en regardant celui-là, qui est très fouillé, qui est aussi le plus long, mais qui vaut la peine d'être regardé jusqu'au bout. 89 minutes exactement. On terminera avec le film Zut, Zone urgente à transformer. On fera écouter la bande-annonce à la fin de l'émission. Avant, on a quand même 2-3 questions à te poser, mais est-ce que, avant d'écouter la bande-annonce, tu veux nous en dire quelques mots ? Oui, alors Zut, c'est un peu mon petit préféré de la sélection. Meilleur pour la fin. Exactement. Celui-là, il se passe de l'autre côté de la frontière belge. Il ressemble un peu aux Agités du Bocage dans son pitch de base, parce que c'est aussi une mobilisation citoyenne en fait, sur une commune qui est exposée aux pesticides. Bon, là, jusque-là, tout est pareil. Mais en fait, donc non seulement c'est des Belges, et en plus, ce sont des personnes âgées qui vont se mobiliser et qui ont en fait partir du principe qu'ils n'ont pas les moyens physiques, temps, enfin voilà, de faire une ZAD, et donc ils vont dire on va faire une ZUT, donc zone urgente à transformer. Ils vont mener des petites actions, des banderoles, passer dans le village avec un mégaphone, tout ça. Des actions un peu... le documentaire parle de thèmes un peu lourds, ça parle de soucis de santé causés par des pesticides, mais à la fois c'est très léger parce que les personnages sont pleins d'humour et de répartie.
Et on va suivre donc l'une d'entre elles en particulier, qui est une lanceuse d'alerte en fait sur les soucis de santé causés par l'utilisation des pesticides. Et ça va la mener jusqu'à aller distribuer des tracts devant le Parlement européen, par exemple. Et en fait, le documentaire va multiplier les points de vue. Pour le coup, celui-là, c'est celui qui multiplie le plus les points de vue, parce qu'on va interroger non seulement cette mobilisation citoyenne, mais aussi, par exemple, une scientifique pour analyser les extraits de sol, pour voir ce qui est contaminé, etc. Et aussi un agriculteur bio, une agricultrice conventionnelle, qui explique pourquoi, en fait, c'est pas forcément possible pour tout le monde de basculer dans le sans pesticides. C'est pas forcément évident, et sinon tout le monde le ferait. Et c'est un film, en fait, du coup, ça va, en multipliant ces points de vue-là, les acteurs interrogés, ça va dessiner un peu le rôle et la place actuellement des pesticides dans notre alimentation et dans l'agriculture. Et ça parle d'alternatives et aussi de pourquoi ces alternatives-là ne sont pas adoptées par tout le monde. Rappelez-vous, du coup, c'est Zut. On va écouter la bande-annonce à la fin de cette émission. C'est déjà... il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'avais une dernière question à te poser par rapport au fait que c'est quand même la particularité aussi d'Alimentaire, c'est qu'il y a une appel à participation, en fait. C'est-à-dire que vous proposez aux structures associatives ou autres, en fait, des structures, je sais pas, des bars, des lieux, en fait, qui peuvent en tout cas accueillir un film, de projeter le film chez eux en leur donnant les indications pour pouvoir être dans les normes, et notamment vous proposez aussi des étapes de débat, parce qu'il y a beaucoup de, tu l'as répété plusieurs fois, il y a une incitation à débattre après les films, donc vous donnez des étapes comme ça à suivre. Comment ça se passe si par exemple on est une structure rennaise qu'on aimerait vous contacter? Est-ce que c'est encore possible? Alors c'est totalement encore possible, puisque c'est juste au 30 novembre, il n'y a pas de limite de délai pour organiser une projection, donc il suffit de choisir votre film, de l'enregistrer sur le site d'Alimentaire. Surtout, vous pouvez nous contacter en vérité, donc on s'appelle Xylem. Il faut peut-être dire comment ça s'écrit, parce que... Xylem, XYLM, voilà. Vous pouvez me trouver sur Internet. La première fois que je vous avais reçu, j'avais dit bonjour XYZM. On m'avait dit non, c'est Xylem en fait. Okay. Vous pouvez nous contacter si vous êtes intéressé par un des films, par la projection d'un des films. Et en fait, on vous accompagne au niveau technique, au niveau humain. On peut vous mettre en relation aussi avec des intervenants, des intervenantes potentielles pour animer un débat, par exemple. On peut vous conseiller dans le choix des films, bien sûr, parce que vous avez vu qu'on les connaît bien. Carrément. On a tous envie de les projeter. Voilà, c'est ça, on peut vous accompagner sur toutes les étapes. En fait, c'est pas très compliqué en termes d'administration, il n'y a rien du tout. Et on peut vous mettre en relation avec des lieux qui ont la capacité d'accueillir des événements. Si vous êtes une association qui n'a pas de lieu, mais que vous voulez organiser un événement, c'est possible aussi. On peut vous mettre en relation avec des gens qui ont les locaux. En tout cas, on voit que toi, tu as été piqué. Merci Nathan pour ta présence. On rappelle que le festival Alimentaire commence le 15 octobre et se termine le 30 novembre. Donc pas d'excuses pour rater les projections, il y a largement le temps. Merci Alan. Et je remercie Max pour sa chronique. On vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon repas. Vous écoutez Quartier des Ondes et on vous laisse avec la bande-annonce Zut, qui est donc le préféré de Nathan. Et on se retrouve bientôt sur Quartier des Ondes. C'était Aurélia au micro. Ciao. Et le monde politique voulait faire de moi une victime qui se plaignait. Nous mettrons en IBPJ. Ah oui, c'est pas mal. Eh ben oui. Mais dans notre tête, c'est ce qu'on a. On a pu mettre en évidence une contamination importante des Wallons, avec un Wallon sur 4, qu'il soit ado ou adulte, qui est contaminé par le glyphosate. Ici, ils sont tranquilles, quoi. Ils peuvent grandir et m'aider à cultiver des légumes. Comment peut-on encore laisser les générations qui arrivent dans un monde aussi nocif ?